Merci aux organisateurs pour m'avoir permis de découvrir Montréal en vrai et pas seulement en virtuel. Donc c'est un plaisir d'être ici pour la première fois et puis d'avoir l'opportunité de vous parler de réalité virtuelle. Il y a un terme très à la mode en ce moment, c'est le terme de métavers. Je travaille depuis un peu plus de presque 25 ans sur ces technologies de réalité virtuelle qui arrivent à un moment un petit peu critique dans leur développement, dans ce basculement vers le grand public à travers les notions de métavers qui émergent en ce moment. Et dans ce développement technologique que nous envisageons avec mon équipe de recherche et d'autres collègues chez INRIA, moi je viens de Rennes, de Bretagne, en France, on est toujours intéressé quand même par faire ce lien avec l'humain, pas être uniquement technologie centrée, et souvent on s'inspire de la perception de l'humain pour améliorer nos technologies. Et ce qui est intéressant aussi dans ce développement des technologies immersives, c'est tout ce qu'on apprend sur l'humain, ce qu'on apprend sur la perception, sur l'intelligence parfois, et également sur comment ces technologies progressivement nous transforment également. Et c'est un petit peu le sujet de cette question qui était posée. Est-ce qu'on peut même être transformé de manière à ce que notre intelligence artificiellement est enrichie ou améliorée à travers ces technologies immersives? Voilà la question qui était posée. On peut commencer par un petit sondage que j'aime bien faire en début de présentation pour savoir dans la salle qui est-ce qui a déjà essayé un visiocasque de réalité virtuelle, pour une petite idée. D'accord ? Très bien, donc on a un public quand même effectivement de gens qui ont testé, qui sont un petit peu connaisseurs. Qu'est-ce qui a essayé des lunettes ou des casques de réalité augmentée? Voilà, on a un petit peu moins de lunettes, de lunettes dans la salle et de mains qui se lèvent. Qu'est-ce qui a déjà essayé un casque neuronal, un casque électroencéphalographique? Voilà, on a les gens de l'EPFL dans le fond de la salle là, qui lèvent la main et qui sont forcément un petit peu technologiques. Mais on voit que les mains se font de plus en plus discrètes, il y en a de moins en moins, et peut-être dans 10 ans, par contre, on va voir plus de mains se lever. Moi, j'aime bien faire ce sondage, parce qu'au fur et à mesure des années, je vois la diffusion de ces technologies dans la société. Dernière question, qu'est-ce qui connaît pas plutôt la différence entre réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, réalité étendue? Pas tant que ça. On va quand même faire un petit point rapide sur ces technologies avant de rentrer un petit peu dans les résultats de recherche que nous avons engagés et obtenus ces dernières années sur ces sujets-là. Donc, réalité virtuelle, on peut considérer que ça se réfère à des technologies qui sont dites immersives, qui vont vous immerger dans une situation, une scène virtuelle au moyen de stimulation sensorielle, de manière à vous procurer un sentiment de présence, sentiment d'être là-bas, ailleurs, dans cette autre réalité simulée, au moyen d'interaction avec un environnement 3D qui va être simulé, calculé et restitué par un ordinateur, si possible en temps réel, pour augmenter cette illusion de présence. Un exemple ici, c'est notre système Cave à Rennes. Donc c'est pour montrer un type de technologie un petit peu différent de celle que vous avez peut-être pu expérimenter à travers ces visiocasques. Ici, on est plutôt entouré par des écrans stéréoscopiques avec des lunettes stéréoscopiques telles que celles que vous pouvez utiliser dans un cinéma 3D. Et puis on est complètement plongé dans la scène avec un système de capture de mouvement. Et là, ici, on a reproduit, par exemple, le bloc opératoire chirurgical du CHU de Rennes. Et on peut s'entraîner à réaliser certaines opérations, notamment ici pour entraîner des infirmières ou des infirmiers de bloc opératoire. Et puis la réalité augmentée, en comparaison par rapport à la réalité virtuelle, cette fois-ci, on cherche plutôt à incruster des éléments virtuels dans votre environnement réel. On va augmenter votre environnement familier ou réel. Ici, par exemple, avec une collaboration intéressante avec le Musée des Beaux-Arts à Rennes, on a cherché à pouvoir visualiser ce qu'il y avait à l'intérieur d'une momie de chat égyptienne, avec le département d'archéologie du Musée des Beaux-Arts de Rennes. Et donc, sans toucher à la momie, sans détruire quelque part la momie, on peut visualiser, après avoir fait un scanner, ce qu'il y a à l'intérieur de la momie. On peut découvrir ainsi qu'en fait, à l'intérieur d'une momie de chat, on peut trouver ici beaucoup d'ossements qui ne correspondent d'ailleurs pas forcément à des chats, mais peut-être à des renards du désert. Et ici, on a peut-être une dizaine de tibias ou de fémurs, et on voit que ça n'était pas un animal, mais plusieurs animaux qui étaient à l'intérieur de cette momie. Alors, réalité mixte, c'est un terme qui est apparu avec un continuum dans les années 90 pour décrire tout le spectre de technologies immersives, depuis donc l'environnement réel jusqu'à la réalité virtuelle qui vous immerge complètement, en passant par la réalité augmentée et d'autres techniques intermédiaires qui masquent, qui
transforme, qui superpose plus ou moins votre environnement réel. Plus récemment, on a le terme de Extended Reality, XR, en réalité étendue, qui en fait avait été déposé dans un brevet de Sony aussi dans les années 90, mais qui est réapparu récemment pour englober de manière plus générique le contexte des vidéos 360, dans lesquelles on est également immergé avec des visiocasques, mais avec lesquels souvent on interagit de manière beaucoup plus limitée, c'est-à-dire qu'on ne va pas se déplacer beaucoup, on ne va pas pouvoir interagir avec des objets, puisque le contenu a été filmé à 360 et restitué à 360. Et puis le petit dernier, c'est la notion de métavers, qui a été initialement utilisée dans un livre de science-fiction, puis ensuite qui a été reprise récemment par Zuckerberg et puis par Facebook, notamment qui a transformé le nom même de son entreprise, et là qui se réfère à un sous-ensemble d'applications de la réalité virtuelle qui considère du coup des mondes virtuels immersifs, persistants, c'est-à-dire qui restent actifs même lorsque vous êtes parti, vous avez quitté cet univers virtuel, et puis qui sont partagés, parfois même, et c'est l'objectif de ces grands groupes du numérique, massivement partagés, et dans lequel il va être possible de réaliser un certain nombre d'activités humaines comme visiter, rencontrer, apprendre, travailler à distance ou avec des collègues, et puis créer, s'amuser, etc. Alors si on peut donner aussi quelques repères historiques, ces technologies, en réalité, elles sont assez anciennes. Dès les années 50-60, on retrouve des... Alors là, c'est vraiment une famille de pionniers, comme Morton Heilig, Ivan Sutherland et ses collègues au MIT, Jaron Lanier. Ça, c'est vraiment des grands noms de notre domaine qui ont posé les concepts fondateurs qu'on retrouve aujourd'hui, en fait, dans des systèmes qui sont aujourd'hui présentés avec beaucoup de marketing. En fait, les concepts sont très anciens, les technologies ont évolué, se sont perfectionnées, mais on retrouve des dispositifs immersifs comme celui de Morton Heilig, là, avec la vocation de voir une vidéo, un film, avec en même temps la 3D, le relief, le son, même du vent, des effets haptiques, des odeurs, etc. Et puis le casque de Ivan Sutherland, très connu, avec ce premier casque, en fait, ce premier HMD, Head Mounted Display, qui était développé dès les années 60, avec finalement les mêmes fonctionnalités, les mêmes composants de base que ceux qu'on retrouve aujourd'hui dans les casques de réalité virtuelle et ici de réalité augmentée. Alors ensuite, avec les années 80, ensuite les années 90 et ensuite 2000, on a une maturation de ces technologies jusqu'à une diffusion vers des grands groupes industriels avec des calculateurs et des salles de réalité virtuelle ici chez EADS par exemple, où j'ai réalisé ma thèse, qui coûtaient extrêmement cher à l'époque, mais la technologie avait diffusé suffisamment et avait maturé suffisamment pour être vraiment utile à un certain nombre d'applications, mais réservée à une niche d'industriels qui avaient les moyens de s'équiper. Et la bascule s'opère dans les années 2010 avec l'achat d'Oculus par Facebook, Zuckerberg à l'époque, qui vraiment décide de se lancer sur cette voie de la réalité virtuelle en achetant cette start-up pour 2 milliards de dollars à l'époque. Et on voit arriver du coup ces visiocasques commerciaux, grand public, qui font basculer la réalité virtuelle vers l'ère du grand public et des applications de masse. Et vous allez trouver... Alors, je connais les magasins d'électronique en France, Darty, la Fnac, etc. Vous allez pouvoir acheter ces systèmes-là sur étagère. Au Canada, j'imagine qu'il y a l'équivalent. Je ne connais pas les noms des magasins, mais vous allez trouver en tout cas ces systèmes-là maintenant sur étagère. C'est l'occasion pour certains de partir et de miser sur cette fameuse ère des métavers qui nous attend pour certains dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Ces mondes virtuels partagés, on va pouvoir réaliser un certain nombre de choses et qui sont vraiment un enjeu économique très important pour des grands groupes du numérique tels que Facebook, Microsoft, Google, tous les grands acteurs. Pour certains, c'est moins évident et peut-être que, comme déjà dans le passé, ce sera encore un flop économique pour la réalité virtuelle, avec notamment des difficultés qui sont bien réelles aujourd'hui pour tous ces acteurs-là et aussi pour les acteurs académiques comme nous. Ce sont des difficultés telles que le mal des simulateurs. Je ne sais pas, on va faire un petit sondage après. Ce mal des simulateurs, c'est cette nausée ou ces symptômes de fatigue ou de désorientation qui peuvent aller assez loin, jusqu'à même vomir dans certains cas, se sentir vraiment extrêmement mal et devoir retirer le casque très très vite, qui affectent les utilisateurs de casques de réalité virtuelle actuels. On estime que c'est entre 30 à 50% des gens qui souffrent de cybersickness lorsqu'ils essayent un casque. On peut faire un petit sondage. On rappelle qui est-ce qui a essayé un casque de réalité virtuelle. Voilà, mémoriser. Qui est-ce qui a eu une mauvaise expérience de cybersickness?
Voilà, donc on a quand même un petit peu moins, mais c'est peut-être pour ça que vous êtes là aujourd'hui, pour en apprendre un petit peu plus. Vous n'êtes pas dégoûté par ce cybersickness. Donc ça, c'est vraiment un enjeu très, très fort aujourd'hui pour vraiment rendre ces technologies plus exploitables par le grand public et viser peut-être ces applications de métavers. Les défis, ils sont même scientifiques, ils sont même extrêmement pluridisciplinaires, ils ne sont pas uniquement sur cet aspect cybersickness, ils touchent des aspects extrêmement vastes, aussi bien la partie logicielle avec ces algorithmes pour le calcul et l'affichage temps réel 3D de scènes extrêmement complexes, avec de la simulation physique, avec de la simulation de personnages, de l'animation d'humains virtuels, voire de foules virtuelles en temps réel. Également le calcul parallèle et distribué pour alimenter ces métavers avec des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions d'utilisateurs. Mais également les matériels de réalité virtuelle, les périphériques de réalité virtuelle, avec un enjeu sur les visiocasques, bien sûr, qui ne sont pas encore suffisants aujourd'hui. Il faut améliorer leur champ de vision, leur résolution. Il faut, au-delà de la vision, aller simuler d'autres sens et d'autres modalités sensorielles, comme le toucher, les interfaces de locomotion pour se déplacer également. Donc là, il y a des vrais enjeux pour beaucoup de constructeurs sur la prochaine génération de visiocasques équipés de périphériques d'interaction, voire de locomotion, de périphériques haptiques pour le toucher un petit peu plus efficace. Et puis, on voit bien que l'ergonomie de ces systèmes reste à améliorer, donc des vraies questions, des vrais enjeux en termes d'interaction homme-machine, d'IHM. Et puis, des questions qui restent en suspens. On a évoqué le cybersickness sur le volet perception, il y en a d'autres. On observe des biais de perception assez stupéfiants en réalité virtuelle. On va avoir par exemple, une sous-estimation, une surestimation de certaines propriétés, une sous-estimation des distances, par exemple, en réalité virtuelle, et on essaye de comprendre d'où cela vient et comment est-ce qu'on peut y pallier pour un certain nombre d'applications, par exemple dans le domaine de l'aménagement ou de la construction. Et puis, il y a toute une dimension recherche translationnelle pour faire basculer ces technologies vers un certain nombre d'applications, notamment médicales, avec de la recherche clinique pour évaluer, vérifier si la réalité virtuelle peut apporter un bénéfice dans un certain nombre d'applications, comme par exemple dans le domaine clinique, avec du coup un grand nombre d'essais cliniques qui doivent être envisagés pour tester ces technologies sur un grand nombre de pathologies. Et je parle également, je soulève ici, toutes les questions éthiques, les notions de risque associées à ces technologies-là, qui sont extrêmement nombreuses à l'heure actuelle, mais également d'autres enjeux environnementaux, sociétaux, économiques. On voit que les questions qui se posent en termes aussi bien scientifiques, technologiques, mais aussi sociétaux autour de ces technologies sont extrêmement variées et très importantes à l'heure actuelle à prendre en compte dès maintenant. Si on arrive à résoudre toutes ces questions, les applications sont extrêmement variées et extrêmement importantes. Si vous avez essayé un casque de réalité virtuelle, vous vous êtes rendu compte sans doute de cet effet waouh aussi qui s'accompagne malheureusement parfois du cybersickness. On vit véritablement une expérience extrêmement puissante, très différente de ce que vous vivez avec un écran d'ordinateur classique ou avec une tablette. Et cette expérience utilisateur très différente, cette expérience à la première personne d'une situation virtuelle très réaliste, peut servir à un grand nombre d'applications. Je les liste ici, il y en a d'autres. Nous, par exemple, à Rennes, on va se concentrer sur les applications médicales, la formation, les applications liées au patrimoine, les applications industrielles, il y en a énormément. Après avoir planté un peu le décor, pour être un petit peu plus concret, on va, en termes de recherche et puis de questionnement scientifique, je vais prendre quelques exemples de travaux qu'on mène au sein de mon équipe de recherche hybride à Rennes. Et puis, c'est des travaux, j'en profite pour passer un petit bonjour virtuel à mes collègues et puis les remercier parce que c'est avec eux que nous avons obtenu tous ces résultats. Donc, je vais passer en revue certains résultats et puis aller au plus près de cette question sur cette transformation que l'on peut vivre en réalité virtuelle via ces technologies. Alors, un des enjeux technologiques majeurs aujourd'hui, c'est de compléter les visiocasques avec notamment d'autres modalités sensorielles. Je l'évoquais tout à l'heure. La question des technologies haptiques et du sens haptique est fondamentale. Si vous avez aussi essayé de la réalité virtuelle, vous vous rendez compte qu'assez vite, l'expérience est limitée en termes d'interaction. On passe à travers les objets, on a envie de pouvoir saisir, sentir la matière virtuelle de manière plus physique, de manière tangible. Et donc, c'est l'objet de plein de Kickstarter, de start-up en ce moment, qui essayent de développer ces fameux modules haptiques, ces sensations tactiles, physiques, pour pouvoir appréhender de manière plus tangible les mondes virtuels. Dans notre équipe, on travaille là-dessus depuis de nombreuses années. Donc on
on explore de très nombreuses pistes sur cette technologie haptique. Je liste ici quelques applications, par exemple, ou quelques technologies que nous avons développées. Par exemple, ici, des interfaces à rencontre de surface, où on va pouvoir saisir un objet dans la main, ici une balle virtuelle. Dans le monde réel, vous n'avez rien dans la main, mais vous avez en fait une petite interface qui va venir à votre contact pour simuler au moment précis où vous touchez l'objet, la saisie de cet objet virtuel. Ce qui est intéressant, c'est que Microsoft a sorti le même système, pour ceux qui connaissent un petit peu la littérature, eux ils l'ont appelé Pivot, nous on appelait ça Weetavix. À 6 mois d'écart, les labos de Microsoft ont sorti exactement le même système. Donc on appelle ça de l'haptique à rencontre de surface, c'est une famille de technologies. Autre famille de technologies très à la mode en ce moment, ce sont les familles dites mid-air, en l'air, d'haptique en l'air, à distance. Donc là, vous avez une technologie qui est vraiment extrêmement regardée en ce moment, c'est des technologies dites à ultrasons. On va avoir une petite matrice d'émetteurs ultrasons, et avec des phénomènes ensuite ondulatoires, on va pouvoir simuler des sensations à distance sur votre peau, comme une caresse ou une chatouille sur votre peau à distance. Et ici, nous avons dans un projet européen, avec l'entreprise qui commercialise ces systèmes, nous étions chargés de développer des algorithmes de rendu d'hologrammes de manière tactile, basés sur ces technologies-là. Et puis on peut quand même chercher à essayer d'augmenter des technologies un petit peu plus traditionnelles, comme des tablettes. Alors ici, c'est un beau travail de thèse avec Interdigital, pour augmenter une tablette avec des effets haptiques. Vous voyez que c'est monté sur un bras robotique, et on va essayer de créer des effets de relief, de texture, pour augmenter l'interaction avec la tablette, avec ce bras haptique. Et quand on n'a pas beaucoup de technologie sous la main, qu'on n'a pas 10 000, 50 000 euros à mettre dans une technologie haptique, on peut étudier l'utilisation de retours visuels, d'effets visuels, pour simuler des sensations tactiles. Ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on est très actif, nous, à Rennes, et on travaille beaucoup là-dessus, sur ces effets pseudo-haptiques. On va ici, avec des curseurs visuels, par exemple, essayer de simuler, d'émuler des sensations tactiles de texture et de relief d'objets, avec ces effets visuels. Alors ensuite, un axe peut-être un petit peu plus futuriste, mais qui arrive très vite derrière, parce que vous avez peut-être entendu parler des investissements massifs d'Elon Musk sur ces technologies, les interfaces neuronales, interface cerveau-machine, ICM ou BCI en anglais, Brain Computer Interface. Alors c'est un sujet sur lequel on travaille depuis 2005 dans notre équipe. On avait commencé assez tôt en France à travailler sur ces questions-là à Rennes. Ces technologies commencent aussi à être considérées comme un moyen d'interaction supplémentaire, complémentaire, également en réalité virtuelle, pour interagir avec des univers virtuels, mais également pour accéder à de l'information sur l'utilisateur, pour adapter l'interaction à son état cognitif ou à son état physiologique ou biologique vis-à-vis de l'électroencéphalographie. Un exemple ici de travail qu'on avait mené avec Ubisoft il y a quelques années. Il y a peut-être une dizaine d'années, on avait créé ce prototype de jeu vidéo contrôlé par l'activité cérébrale, en l'occurrence le cortex visuel. C'est pour ça que vous voyez ici des électrodes à l'arrière du crâne. Je n'ai pas de pointeur laser, mais je ne sais pas comment il marche, le pointeur laser. Bon. Je vais faire avec le curseur de la souris. Donc ici, on a les électrodes à l'arrière du crâne, au niveau du cortex visuel, et on va faire une analyse, un spectre de fréquence de l'activité électrique dans le cortex visuel. On va retrouver en pic de fréquence la cible, ici, je me déplace, j'espère que vous arrivez à suivre, la cible ici, la fréquence de clignotement de la cible que vous êtes en train de regarder, et on va déclencher la commande correspondante. Si vous regardez cette aile ici gauche qui clignote 5 fois par seconde et qu'on retrouve du 5 Hz dans votre cerveau, on va envoyer le vaisseau spatial à gauche. Si on trouve du 7 Hz, c'est que vous regardez l'aile de droite, et si on trouve du 8 Hz par exemple, un clignotement à 8 flashs par seconde, c'est que vous êtes en train de regarder le canon et on déclenche le canon. Donc en lisant la fréquence qui s'active dans vos aires visuelles, on déclenche la commande qui va bien du vaisseau spatial, et vous voyez que ça marche assez bien. Et ces techniques se perfectionnent, à tel point que récemment, on a même fait une première connexion avec des interfaces de réalité augmentée, avec ces lunettes de réalité augmentée HoloLens de Microsoft. Et ici, on a le tout premier prototype de combinaison d'interfaces neuronales et puis de réalité augmentée ensemble pour piloter un robot mobile, avec le même principe que vous avez vu précédemment. On va envoyer le robot à gauche, à droite, le faire avancer, lui faire un petit parcours au sol, en se concentrant sur ces petites cibles qui clignotent, qui apparaissent autour du robot dans les lunettes de réalité augmentée. Et puis, on peut connecter ces casques de réalité de neuronaux avec des casques de réalité virtuelle ou des systèmes de réalité virtuelle pour vivre des expériences utilisateurs fortes,
Alors on s'amusait, ça c'était peut-être le stage le plus cool de notre labo, c'était recréer une séquence de la guerre des étoiles échelle 1 dans notre cave de l'INRIA à Rennes. Il s'agissait ici, pour s'amuser, mais aussi pour la science, de recréer du coup cette fameuse scène, pour ceux qui ont vu le film La guerre des étoiles, où Luke Skywalker s'entraîne à maîtriser la force avec Maître Yoda. Il doit soulever un vaisseau spatial en se concentrant très fort et en mobilisant la force et la télékinésie. Et donc on a recréé cette séquence avec un casque à électrodes sans fil, 16 électrodes en Bluetooth, où on doit se concentrer pour soulever le vaisseau spatial. Et ce qui m'amène maintenant à présenter un ensemble de résultats et de questions qui se posent, non plus par rapport au cerveau, mais par rapport à notre corps virtuel. Alors ça, c'est un sujet extrêmement chaud dans la communauté en ce moment, la question de l'avatar. Et j'ai plus que 5 minutes, ça va être terrible, on va couper un petit peu. La question de l'avatar, c'est-à-dire de ce corps virtuel, de ce personnage qui vous représente dans la scène de réalité virtuelle. Et donc comment est-ce qu'on va évidemment simuler, animer ce personnage, le rendre crédible graphiquement, mais également comment est-ce qu'on va vous donner cette impression, cette illusion que vous êtes ce personnage, que vous le contrôlez, et en regard, comment est-ce qu'il peut éventuellement vous transformer et influencer votre identité. Ce sont les questions qu'il y a derrière. Alors, par exemple, ici, un premier résultat où on avait créé des ombres virtuelles dans un système cave, où vous allez vous retrouver face à une ombre de femme quand vous êtes un homme, une ombre d'homme quand vous êtes une femme. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on même avec cette information très très simple, une simple ombre virtuelle, on voit que les gens s'approprient très facilement, sans rejeter cette ombre virtuelle, et ça les questionne un peu sur leur identité. En particulier, lorsqu'on fait cette expérience avec le chapeau de cow-boy virtuel sur la tête, qu'on voit juste en bas, on ne peut pas s'empêcher de mettre la main sur la tête, vérifier si on n'a quand même pas un chapeau sur la tête. Alors, on a même été assez loin, parce qu'on a même créé cette illusion de main à 6 doigts, si vous l'avez vous avez peut-être entendu parler, où là, on essaie de repousser vraiment les limites de l'incarnation virtuelle. On essaie de voir si vous allez même pouvoir incarner un corps dysmorphique qui a un membre en plus. Alors, on a toute une procédure pour vous faire croire et ressentir même physiquement ce 6e doigt. Ça marche extrêmement bien. C'est très puissant comme illusion sensorielle. On pourra en discuter si vous voulez. Un des révélateurs de votre incarnation virtuelle, c'est votre réaction au danger. Si par exemple vous êtes exposé à un danger virtuel, ici quelqu'un qui rentre dans la salle et qui vous plante un coup de couteau virtuel, nous avons un comité éthique pour cette expérience, je le précise. Eh bien, si vous retirez votre main de manière précipitée, c'est que quelque part vous vous êtes approprié ce corps virtuel et que vous allez donc réagir au danger. Et c'est ça qu'on peut utiliser par exemple dans des situations extrêmement originales et qui questionnent. Ici, on a notamment essayé de regarder qu'est-ce qui se passe quand on met 2 utilisateurs dans le même corps virtuel, dans le même avatar. Donc on partage son personnage et le contrôle de ce corps virtuel avec un autre utilisateur qui se retrouve dans le corps virtuel avec vous et qui va pouvoir contrôler 25%, 50%, 75%, 100% des mouvements. Et donc, dans certains cas, vous êtes même prisonnier de ce corps virtuel qui ne vous appartient plus et qui est contrôlé par quelqu'un d'autre. De manière intéressante, au passage, là encore, on ne rejette pas du tout cette situation et on finit par s'adapter assez bien et même réaliser ensemble des tâches assez complexes comme allumer des bougies ici, à 2 dans le même corps. Et pourtant, il faut vraiment se synchroniser de manière assez précise et assez fine. Alors tout ça m'amène à parler de l'effet Proteus pour ces 2 dernières minutes. L'effet Proteus, c'est un des noms qui a été donné à cet effet psychologique assez étonnant qu'on observe en réalité virtuelle. Quand on est dans un personnage virtuel, c'est qu'on finit par se comporter de manière similaire aux stéréotypes qui sont associés à ce personnage. Donc, par exemple, ici, dans cette expérience réalisée par Mel Slater en Espagne, vous retrouvez incarné ici dans Albert Einstein. Donc, vous mettez un casque de réalité virtuelle et vous voilà dans le corps d'Albert Einstein. Et on vous demande de réaliser à ce moment-là des exercices, des tests cognitifs. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes incarné dans le corps d'Einstein, vous allez devenir meilleur. Et donc, vous allez quelque part être peut-être, et là on pourra en discuter, un petit peu plus intelligent. Réponse à la question de l'exposé. Et un autre exemple ici, très intéressant, de toujours la même équipe, Mel Slater en Espagne, quelqu'un de vraiment intéressant dans le domaine, on va être confronté à Freud cette fois-ci, dans un dialogue assez surréaliste. On va rentrer dans le corps de Freud, puis dans son propre corps, et on va commencer à engager une discussion avec soi-même, pour se soigner,
et rentrer dans une espèce d'autothérapie virtuelle qui a l'air de fonctionner. Et je termine avec ce dernier projet qui me tient à cœur parce qu'on l'a lancé à Rennes au plus fort de la crise Covid en France. Et on se demandait comment est-ce que, dans une équipe de réalité virtuelle, on allait pouvoir aider notre nation, nos collègues, nos citoyens, dans cette situation. Et on a monté ce projet basé sur ces connaissances que nous avons de cette technologie, de ces opportunités aussi, pour des patients, cette fois-ci. Là, c'est orienté pour les patients qui ont contracté le Covid-19, ou d'autres maladies qui obligent à passer dans un service de réanimation et à être intubé. Et quand on est intubé et qu'on passe plusieurs jours, voire plusieurs semaines en réanimation, quand on se réveille, on se retrouve complètement dégradé au niveau musculaire. On n'arrive plus à s'alimenter tout seul, on ne peut plus se lever, on ne peut plus marcher. Et même pour des gens qui n'avaient aucun problème avant de vivre cette séquence. Donc il va falloir réapprendre à marcher, réapprendre à s'alimenter. Et il y a très peu de moyens aujourd'hui en réanimation. Il n'y a quasiment pas de moyens en réanimation. Il existe quelques outils, mais pas grand-chose en réa, pour réapprendre à marcher et réapprendre et faire de la rééducation motrice. Et donc on a utilisé la réalité virtuelle ici, dans ce projet. On a proposé ça, de se retrouver... Alors là, ce sont des patients qui se réveillent de coma et une heure ou deux après le réveil, on leur propose de mettre un casque de réalité virtuelle sur la tête. Et ils se voient, alors qu'ils ne peuvent absolument plus bouger, ils se voient dans un avatar en train de marcher. Et ils vont se voir en train de marcher pendant 10 minutes. Et on va faire ça pendant 9 jours de suite. Et notre hypothèse, c'est qu'en se voyant en train de marcher dans un avatar, en faisant de l'observation d'action, et en essayant d'imaginer l'action également, eh bien, vous allez réactiver des circuits de la rééducation motrice plus rapidement et vous allez récupérer plus vite ensuite en termes de capacité de marche et vous remettre à marcher plus rapidement. Hypothèse forte, mais basée sur la littérature. On est en train de tester en ce moment au CHU de Rennes, on a une trentaine de patients inclus, c'est très long, les essais cliniques, surtout en réa et surtout avec ces patients-là. La suite au prochain Time World, alors on verra. Je vous remercie. Et voilà. Merci pour cet exposé brillant. Mais je voudrais vous poser une question éthique. En fait, la réalité virtuelle est déjà rentrée dans les mœurs et 80% des utilisateurs de casques de réalité virtuelle l'utilisent sur ce qu'on appelle le porn web. Et c'est l'utilisation principale, la source de financement principale de cette industrie dans l'état actuel. Ce qui est très intéressant et je dirais préoccupant, c'est que ça se traduit par une baisse de la pratique sexuelle chez les jeunes et vers ce qu'on appelle, en tant que médecin, une crise de la reproduction. Donc, moi, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur la question parce qu'il y a une espèce de discours, une course au perfectionnement de la réalité virtuelle où on explique tout le côté d'amélioration, mais je pense qu'on est en train de manipuler des choses extrêmement délicates vis-à-vis de la physiologie de base. Enfin, on touche au problème de la reproduction de l'espèce. Alors, bon, merci pour cette question assez... Alors, c'est la première fois que j'ai cette question. Mais du coup, je l'aurai peut-être maintenant plus fréquemment. Moi, je partage entièrement vos inquiétudes, en tout cas. Alors, peut-être pas directement sur cette question-là que je ne maîtrise pas du tout, donc on pourra en discuter peut-être plus en détail. Mais je partage tout à fait vos inquiétudes sur les possibles effets délétères de ces technologies alors, immersives sur un certain nombre d'aspects, qu'ils soient physiologiques, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient sociétaux, qu'ils soient dans les comportements. Je pense qu'il y a une vraie réflexion engagée dès maintenant. Alors, on l'a commencé en France avec un groupe de travail à l'ANSES sur les risques
physiologique et psychologique de la réalité virtuelle et technologie immersive, hein, avec un rapport qui est sorti il y a quelques semaines ou mois, qui est consultable en ligne. Je ne sais pas si cet aspect-là avait été diagnostiqué et explicité dans ces termes-là dans le rapport, mais il faudra regarder. Et donc, en tout cas, ça interpelle véritablement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, il y a vraiment cette dimension d'impact physiologique et psychologique sur les jeunes et sur tous les utilisateurs. Une remarque quand même là-dessus, c'est qu'on a du mal à prédire cet aspect-là. On ne peut pas tout prédire. Et ce qui est délicat dans ces effets possiblement délétères sur le physiologique, psychologique, sociétaux, c'est que souvent on s'en rend compte un petit peu après que ce soit arrivé. Et notamment au niveau des expériences qu'on peut faire, notamment sur les effets longitudinaux et potentiellement néfastes de la réalité virtuelle, on ne peut pas aujourd'hui lancer une étude en France avec un risque d'endommager ou de porter atteinte à l'utilisateur. Donc on ne peut pas faire forcément des études systématiques aujourd'hui en préventif, et donc on risque de les faire a posteriori. Et commence à sortir des études longitudinales sur des gens qui ont utilisé la réalité virtuelle pendant des longues périodes pour mesurer les effets. C'est un des risques actuels. Mais je partage votre inquiétude et je pense que c'est très important, vous avez raison. Oui. Alors, merci beaucoup pour l'exposé. Et à contrario, alors, un aspect positif apparemment, c'est que si on est réincarné dans Albert Einstein, ça augmente les capacités cognitives des utilisateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, je pense que c'est... Donc là, c'est vraiment intéressant ce résultat sur cet effet Proteus. Et sans doute qu'on n'améliore pas les capacités cognitives. Et on ne devient pas plus intelligent. Mais par contre, on crée un contexte, peut-être, et une mise en situation qui favorise peut-être une certaine prise de confiance et une réponse peut-être psychologique à cette situation qui nous garantit qu'on va répondre de manière peut-être un petit peu plus efficace ensuite à la question, ou à avoir plus de confiance. C'est un contexte motivationnel qui a été observé dans d'autres situations, pas seulement celle-ci. Et donc là, c'est plutôt un levier qu'il faut saisir pour se dire la réalité virtuelle est un moyen de mettre en situation de manière très efficace, de vivre des expériences très puissantes qu'on peut mobiliser. Alors, il peut y avoir des effets absolument délétères, il faut y réfléchir, mais qu'on peut mobiliser, ça c'est notre objectif en tant que chercheur, c'est promouvoir ces bons usages. Verare en était un exemple, qu'on peut mobiliser pour servir des causes qui nous semblent justes. Par exemple, la médecine, par exemple, la formation, ou l'éducation. C'était pour en savoir plus sur l'expérience justement d'Albert Einstein. Est-ce que ça a été fait en comparant à d'autres personnes qui avaient un avatar qui étaient eux-mêmes, ou est-ce que ça a été fait par rapport à des personnes qui se sont imaginées être elles-mêmes Albert Einstein? Oui, très bonne question. Alors, j'ai plus toutes les conditions de l'article en tête. Donc là, c'est pas nos travaux. Donc là, je ne peux pas vous répondre. Par contre, donc il faudra vérifier. Je pense qu'il y avait effectivement, vous avez vu juste en dessous, il y avait l'avatar, un avatar plutôt anthropomorphique réaliste. Donc sans doute qu'il y avait un groupe contrôle qui effectuait la même tâche, mais avec un avatar qui lui ressemblait. Mais je m'avance un petit peu, j'ai plus toutes les caractéristiques de l'article en tête. Par contre, il y a une vraie question qui est implicite dans ce que vous dites, c'est la question de la méthodologie expérimentale qui est utilisée. Il y a une vraie réflexion en réalité virtuelle pour essayer d'avoir véritablement sur ces protocoles d'incarnation virtuelle, des approches systématiques pour essayer de mettre à plat les protocoles expérimentaux et être sûr de ne pas avoir de biais confondants, de problèmes méthodologiques. Et de plus en plus dans la communauté, quand même, on a une vraie rigueur très forte sur ces expériences, parce qu'on a des chercheurs de neurosciences ou de psychologie qui accompagnent sur ces expériences. Et on a de plus en plus quand même de faisceaux d'indices là, qui montrent ces effets Proteus de manière robuste et de manière rigoureuse. Donc, il était question quand même ici du métaverse aussi. On a parlé du métaverse donc, comme un nouveau phénomène. Et puis, dans le fond, ça nous a fait réfléchir sur l'historique un petit peu de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte. Donc, vous avez examiné tous ces principes-là. Et puis, donc, moi, j'ai noté quelque chose quand même d'assez intéressant, votre définition du métaverse, qui est un monde virtuel persistant et actif. Moi, c'est le persistant qui m'a vraiment marqué. Donc, je trouvais ça intéressant de le voir de cette façon-là. Ensuite, donc, vous avez expliqué que dans le fond, c'est seulement à partir ça date depuis quand même assez longtemps, mais c'est seulement à partir des années 90 que les casques sont devenus grand public et que le public a pu l'utiliser et faire des expériences.
On note qu'il y a des défis, évidemment, scientifiques pour essayer d'améliorer toujours la perfection scientifique technique. Il y a des risques éthiques et environnementaux, vous les avez notés effectivement. Et ensuite, vous avez montré un certain nombre d'applications que vous avez réalisées. Et puis, vous avez expliqué le phénomène de Proteus, qui est dans le fond de se sentir dans le corps virtuel. Et je finirai simplement par dire que votre application pour les personnes qui sortent d'un coma, avec une réadaptation et un retour dans ce corps au niveau sensoriel, juste pour terminer, que c'est quand même extraordinaire d'arriver là aujourd'hui avec ce genre de technologie. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci.